I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Messieurs, dames, nous revoilà réunis après un long moment d'absence. En tout cas, ça fait plaisir d'être avec vous, les gars. Comment ça va? Bah, ça va très très bien, content de vous retrouver, toi et Aldric. Félicitations à toi pour ta victoire de Merci, mon gars. samedi. Félicitations à toi, Aldric, pour tes 2 victoires de samedi. Et content d'être avec vous. Ouais, plaisir entièrement partagé et bravo encore Abou, tu m'as fait kiffer. Abou Nurmagomedov. Merci, les gars. Bah, justement, on est là pour faire un petit récap de la res et du combat de Saladin qui avait lieu hier au KSW. Les gars, on commence par quoi? Il y a eu 9 combats au total. Adric, Ouais, forcément, toi, tu étais impliqué sur 2 combats. Même si on en a parlé en off, on va quand même en parler là. Virgil Hogan qui a affronté Shigemoto, qui devait à la base se faire pour le titre des middleweight. Malheureusement, Shigemoto, il rate la pesée de 500 grammes et c'est Virgil qui se retrouve aussi pénalisé. Incompréhension, non? Ouais, tu sais, dans ces cas-là, tu peux pas. Si t'es fighter, si t'es accompagnateur et tout, tu peux prendre le temps de réfléchir à ces trucs-là. Moi, je me suis même pas posé la question en fait. C'est, tu viens faire quoi quand tu montes au RS? C'est vrai que la ceinture, c'est top, tu peux l'afficher à la salle, tu peux prendre la photo avec. Mais on est bien d'accord que dans la construction d'une carrière, et dans sa terminologie, l'important, c'est de grimper les places Fight Matrix, prendre de l'expérience et surtout valider une prépa qui t'a pris 3 mois et dans lequel tu as mis ta vie entre parenthèses. Donc, bien sûr, bien sûr que faire le main event, combattre pour une ceinture, c'est ultra kiffant et je pense qu'il en a souffert, le petit. Quand je dis le petit, je parle de Virgile, hein, qui me fait 3 fois, mais moi, c'est mon petit frère, c'est comme ça, je l'appellerai toujours comme ça. Je pense qu'il en a beaucoup souffert. Je pense que c'était quand même un choix risqué qui pouvait le faire sortir de son combat et qu'il a même peut-être un petit peu fait sortir partiellement du combat. Mais voilà, comme je l'ai dit, tu avais 200 places Fight Matrix à passer, 200. Et, euh, et aussi un gars, alors c'est pas un UFC vet, c'était un Dana White contender, mais c'est pas grave, c'est un mec solide en tout cas Ouais. qui permettait de te retrouver à 2 places de Bonical au Fight Matrix et surtout de valider une prépa où on avait fait beaucoup plus de striking et qui était hyper importante à ce cadre, à ce tournant de sa carrière en tout cas. Donc ça satisfait de la performance. Ouais, ouais, parce que c'était risqué comme choix, tu vois. Et si ça s'était mal passé, tout le monde aurait dit, bah ouais, fallait pas le prendre, il aurait pas dû. Donc il y a toujours de gros risques à prendre une décision comme ça. Et au final, ça s'est très bien passé. Et pareil, tu vois, quand tu prends un mec qui n'a pas combattu depuis 2 ans, tu sais jamais sur quoi tu vas te retrouver. Et au même titre que quand Manon elle a pris Rose, on a vu que c'était une Rose costaud. Ben là, c'était un Shigemoto qui est pas venu peindre. Il est venu pour gagner et dans sa tête, il était prêt. Parce que souvent, on voit dans certains combats qu'il pouvait lâcher. Là, il a rien lâché du tout et Virgile, il a battu un Shigemoto à 100%. Et les gars, juste pour rappeler le contexte, Shigemoto, c'est une vingtaine de combats, alors que Virgil, lui, il effectue son sixième combat. Donc, on en avait parlé il y a quelques mois là sur une vidéo qui était sortie, mais bon, il y avait un peu la vague d'Oumbé, donc la vidéo elle est un petit peu passée sur les radars. Mais pour vous dire en gros que l'écart d'expérience qu'il y avait entre les deux, donc c'est une performance à souligner quand même. bah, c'est surtout que si tu regardes sur Fight Matrix, Shigemoto, c'est quelqu'un qui a presque été numéro 100. Il a été 101 dans son meilleur classement. Il est actuellement 130e. Virgin, il était 280. Donc, c'est potentiellement quelqu'un qui va grimper de plus de 150 places au classement Fight Matrix. C'est énorme chez les 84 kilos. C'est pas des catégories comme chez les poids lourds ou chez les féminines où tu peux vite gratter des places. C'est beaucoup plus complexe que ça d'aller gratter des places. Donc, en soi, c'est déjà une performance. On l'avait dit déjà, il me semble, il y a longtemps, on avait dit que c'était un défi et le challenger, là, pour le coup, c'était bien Virgile. Après, je vais faire un point en sortant un peu, en dépersonnalisant, c'est-à-dire que je fais pas de ce qui s'est passé au RS sur le fait que Virgile ou pas n'ait pas eu la ceinture. Mais c'est vrai qu'à l'UFC, ça s'est déjà vu. Quand il y a un combattant, par exemple, qui rate la pesée, la ceinture, elle est toujours en jeu pour celui qui a fait le poids. Alors, il y a eu aussi des exceptions, c'est-à-dire que je me souviens d'un combat notamment qui a été cité, je crois, c'est par Lopez, où il disait Yael Romeo et contre Whittaker, Whittaker, mais mais je crois pas que c'est le même contexte, non?
Bah, c'est pas tout à fait le même contexte dans le sens où c'est Whittaker le champion et c'est Romero qui loupe la pesée. Donc, quoi qu'il arrive, évidemment que la ceinture, elle va pas être mise en jeu Mm. puisque c'est Romero qui a loupé la ceinture. Là, pour le coup, les deux n'ont pas la ceinture, c'est une ceinture vacante, les deux font la ceinture. Et donc, du coup, à l'UFC, quand c'est comme ça, en général, c'est vrai, hein, c'est en général, ça, c'est pas une loi, il n'y a pas de loi, de toute manière. Ce sont des organisations privées, il faut bien le comprendre, et le promoteur fait ce qu'il veut. Donc, à partir de là, il y a pas de. C'est pas codifié par les lois du sport ou par ce que vous voulez, c'est une décision qui est prise par la promotion. Mais c'est vrai qu'à l'UFC, généralement, quand ça se passe comme ça, on dit que celui qui a fait le poids, s'il gagne, il prend la ceinture. Et si c'est celui qui n'a pas fait le poids qui gagne, il n'a pas la ceinture. Grosse différence pour moi aussi, c'est que le combat, il s'est quand même, du coup, comme ils ont retiré la ceinture, il s'est fait en 3 rounds au lieu de 5. Et ça aussi, je pense que c'est une incidence, pour moi, c'est une incidence encore plus importante que la ceinture. Parce que tu abordes pas du tout la même manière un combat en 5 rounds qu'en 3 rounds. Et du coup, ça fausse un peu même la manière dont on va pouvoir analyser le combat parce qu'on va se dire, ah si, c'était en 5 rounds, Virgile, il aurait perdu, etc., entre guillemets, parce qu'il était vraiment mort au troisième round. Alors qu'en vrai, il n'aurait pas abordé le combat de la même Oui, il y a manière. une autre Et, gestion. et donc, du coup, voilà, c'est le seul, moi, la seule chose que je trouve le plus dommageable dans ça, comme tu le dis, bon, la ceinture, ok, mais c'est surtout qu'en fait, pour Virgile, c'était aussi un moyen de se tester sur 5 rounds. Et on le sait parce que derrière, les grosses échéances, elles se font toujours sur 5 rounds au moment de sa carrière. Et c'est ces rounds de championnat qui sont importants et intéressants pour l'expérience. Tu as raison. Tu as raison. Après, tu sais, connaissant, une fois que le Ares avait pris sa décision, il fallait surtout balayer ça, se remettre dans le combat, réenvisager un game plan sur 3 rounds. Enfin, en tous les cas, le modifier légèrement parce qu'on va pas dire qu'on avait tout changé, ce serait mentir aux gens qui nous écoutent. Mais on a adapté, effectivement. Et, mais c'est pas grave, je te dis. C'est pierre par pierre qu'il faut construire une carrière. C'est son 6e pro. De toute façon, avec le gain de place qu'il va faire, il n'y en aura plus 40 après pour aller à de grosses échéances. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Le deuil a été fait là-dessus sur la ceinture. Fernand nous a promis qu'il la faisait à 100% au prochain Arès. Enfin, pas au prochain, celui d'après, parce que là, il va breaker un peu. Ouais. Si tant est qu'il y en a un en février, il va pas repartir en prépa dans 10 jours. C'est pas vrai. Il va un petit peu breaker parce que il a enchaîné quand même cette année. Mais pour avril, on remettra ça et cette fois-ci, j'espère sur 5 rounds. Et la Et deuxième chose, est-ce que donc Virgile, c'est un pur produit entre guillemets, du Ares dans le sens où sur ces 6 combats, il y en a quand même 4 qui ont été faits au Ares. C'est le Ares qui l'a réellement mis en lumière, notamment ce combat contre Jackie Jeanne, parce que Jackie Jeanne nous avait totalement bluffé quand il avait affronté le Guillaume, gars ouais, le gars de la ouais, boxe thaï, Bouganem. il y Bougalem, a- il ouais. y avait- c'est pas avec Guillaume aussi qu'il Avec a les eu. deux, ouais. Si, si, Ouais, les deux, ouais. ouais, Ah ouais, ouais, c'était. ouais. Il avait fait deux, en fait, le Phénix, quoi. À chaque fois, il était presque mort Ouais. et il est revenu sur les 2 combats. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il doit aussi beaucoup au Ares Virgile, dans le sens où, évidemment, ses performances, mais entre guillemets, c'est la promotion qui l'a mis en lumière. T'étais pas étonné de l'effervescence qu'il y a eu, l'accueil du public pour un gars du Sud à Paris? Mais tu sais, et ça c'est valable aussi pour Axel. Moi, je pensais qu'on allait. Alors, Virgile, que ce serait mitigé. Je m'en doutais qu'ils ne seraient pas tous pour Shigemoto. C'est un Suisse brésilien. Enfin, c'est un Brésilien qui vit en Suisse. Mais même pour le combat d'Axel, j'ai été étonné. Bien sûr que j'ai été étonné d'entendre qu'on était à peu près moitié-moitié, peut-être 60-40, peu importe. Mais tu vois qu'il y ait autant de gens qui capitalisent pour nous, ça m'a hyper surpris. Et pareil, Virgile. Moi, j'avais pas fait gaffe à ce que tu viens de dire. Je te jure, j'ai tellement la tête dans le guidon que voilà, pour moi, c'est les combats. Un combat, c'est un autre combat. Il laisse place à une nouvelle prépa et à un nouveau game plan et à plein de choses. Et en fait, au final, bah, c'est une figure d'Arès, Virgile. C'est vraiment un produit Arès, une figure d'Arès. Les gens le kiffent quand il met ses bras comme ça là et tout. Les gens ils hurlent. Et, et là où je te rejoins à 100% et là où il faut rendre à César ce qu'appartient à César, c'est que aujourd'hui, s'il a cette hype, s'il a cette mise en avant sur les réseaux sociaux et ses supporters, c'est grâce au Arès, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, on voit que le public, ils adhèrent au personnage parce que c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup en plus, Virgile, mais pourtant, comme vous dites, on voit qu'il commence à avoir une petite fanbase en tout cas. Ben, il me semble qu'en tout cas, il s'inscrit dans ceux qui ont le plus combattu et surtout le plus gagné au Ares. Je crois qu'il y a très peu de combattants qui ont fait 4 combats au Ares et 4 victoires.
Je pense qu'il y a Abdul qui doit être dans ce cas-là, peut-être Beisangour et Ibramane. Ibra, ouais. Je crois que c'est les quatre que je vois. C'est des Mais jolis noms, hein. C'est des jolis ouais, noms. exactement. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu vois quand même, il y a, comme tu le dis, c'est des jolis noms et ça veut aussi dire beaucoup quelque part. On est d'accord. On passe au combat suivant. Moi, j'avais juste une petite question parce qu'en fait, il y a un mois, c'était le RS 17. Il y a Boubacar Younoussov qui affronte Mustafa Aida. Et en fait, il y a à peu près la même configuration. C'est-à-dire que Baki rate le poids, donc finalement, le combat, il est annulé. Et c'est eux qui passent en main event. Et là, il s'est passé exactement la même chose. Est-ce que, Adric, t'as pas senti, on va dire, que ça a peut-être joué à un moment donné, mentalement, même peut-être pour Axel? Axel, non. Franchement, Axel, tu sais, c'est pour ça que quand on discute de ça avec des jeunes et tout, je leur explique une carrière amateur, et pas n'importe quelle carrière amateur, les IMAF, ça te forge quelqu'un parce qu'il y a tellement de pression quand tu fais les finales, le jour de la finale, il y a les recruteurs de l'UFC, il y a plein de trucs. Ça te forge un mental, et je pense vraiment que Axel, ça n'a pas influé ni positivement ni négativement. Il gère son truc. T'as vu, il dit pas combat, lui. Il dit match. Il est venu pour son match Ouais. et rien n'affiche de savoir à quelle place il combattait. Il est venu faire son match. Par contre, Virgile, ça a influé quand même, je te dis. Virgile, ça a tapé Mm. sur son mental, ça l'a énervé. Et tout ce qu'il faut pas faire avant un combat, ça l'a fait. C'est-à-dire que il faut normalement arriver sereinement. Tu vois, tu sais que j'aime pas trop arriver en avance, moi, sur les fights. T'as vu, j'ai fait l'effort d'arriver plus tôt dans la fight week pour justement apaiser les éventuelles tensions qu'il aurait pu avoir ou leur montrer justement que j'étais avec eux pour qu'ils soient zen et sereins. Et j'étais monté avec un gros staff et ça a provoqué l'inverse du coup. Ça a provoqué de la frustration, de l'énervement, de la déception. Et ça, par contre, c'est pas bon du tout avant un fight. Et je te dis la vérité, je suis vraiment content que ce soit passé comme ça parce que je savais qu'il y avait tout pour qu'il sorte du fight, tout pour qu'il se passe une merde et tout pour que ça gâche ces 3 mois de prépa où ils ont débranché leur vie, mais ça ne s'est pas passé. Mais dans l'autre sens, non, je te jure à vous, ça n'a rien fait. Ok, ok. Donc on peut revenir sur le combat d'Axel Sola et Tourpal. Un combat qui a tenu, on va dire, toutes ses promesses. Après, c'est vrai que techniquement, c'est pas peut-être un combat qui a plu on va dire, à un certain public. Mais moi, je trouve en tout cas que sur certaines phases de lutte, de défense de lutte, c'était du très très haut niveau. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Bah moi, j'ai adoré le combat, mais après, je suis entièrement d'accord avec toi du point de vue du spectacle pur, du show de celui qui est là pour venir voir deux gladiateurs se battre. C'est pas le combat qu'il va trouver fabuleux. Ouais. Maintenant, celui qui connaît un peu le MMA, qui arrive à déchiffrer un peu les phases de corps à corps, de clinch, de lutte, tu es obligé d'apprécier quand tu sais qu'après une défense de lutte, on est souvent congestionné et que tu vois un Axel qui revient à la charge, qui harcèle tout de suite, qui est dans l'agression, entre guillemets, et qui pousse un peu Tourpal dans ses retranchements et qui boxe, bah, tu te dis que voilà, déjà, il y a le cardio qui est là. Moi, j'ai vu beaucoup de sang-froid chez Axel, c'est ce qui m'a plu et je l'ai trouvé hyper méthodique. Et je pense que là, c'est l'expérience qu'a joué plus que l'expérience même, c'est les compétences et l'expérience. C'est-à-dire qu'il était assez lucide pour ne jamais paniquer. Je l'ai jamais vu paniquer. Il a été archi méthodique du début à la fin. Turpal, il n'a pas démérité. C'est ça le pire, c'est que dans les 3 rounds, dans les 3 premiers rounds, on reviendra sur le quatrième après, mais dans les 3 premiers rounds, j'ai trouvé un Turpal qui n'a pas démérité. Il a été faire son game plan et pourtant, il voyait qu'il n'y avait pas d'issue. C'est-à-dire que c'était presque triste pour lui parce que il avait une option, c'était d'amener au sol. Il a senti que debout, c'était trop compliqué pour lui. Je pense qu'il a senti que c'était beaucoup trop dur. Il a essayé d'amener le combat au sol. Il a essayé d'user Axel, mais il n'y arrivait pas. Et pourtant, il a continué, continué. Et Axel, lui, à chaque fois qu'il a décroché, il a reboxé. Un peu frustré parce que des fois, je sentais qu'Axel, il en avait sous le pied. J'avais envie qu'il se lâche. Ouais, J'avais envie qu'il ouais, boxe parce que je voyais que j'ai eu ça le même touchait. ressenti. Quatrième round, ça s'emballe un peu, je kiffe. C'est même là peut-être le meilleur round de Tourpal. Vraiment, si le round il va à son terme, je pense qu'il est d'ailleurs il est scoré pour Tourpal et on arrive à 3-1 avec un round pour Tourpal. Et vient, bah voilà, vient ce que je disais, au moment où ça décroche, et c'est là la capacité en général des grands champions, on le dit toujours après une phase de lutte, et c'est pas pour rien qu'on le dit à l'entraînement, quand on a une grosse phase de lutte, on dit tout de suite de remettre le rythme en boxe parce que parce que c'est dur pour celui qui subit l'agression. Après, je pense que Turpal, il a joué un jeu dangereux en acceptant les coups.
Et là, il s'est fait toucher, durement contré. J'ai pas envie de nourrir la polémique, j'ai pas envie de. Voilà, mais pour moi, c'est un arrêt qui est assez justifié, franchement. J'ai pas. Après, je dis pas que Turpal il n'aurait pas pu revenir ou qu'il se sentait pas capable de revenir, mais l'arrêt, il est justifié dans le sens où il n'y a pas de défense sur les frappes et il a vachement titubé quand même sur le, sur le knockdown. Donc, magnifique performance dans l'ensemble d'Axel Sola. Je trouve que Turpal, voilà, il a pas démérité, mais il était au-dessus, Axel, et techniquement et surtout physiquement. Donc, je pense que la KT de Tourpal, ça sera 66 kilos pour la suite. Et Axel Sola, bah, j'ai juste envie de le voir bah, évoluer. Et clairement, je l'avais déjà dit à l'époque, quand il avait 5-0 au Brave, c'était un gars qui m'impressionnait. Franchement, je pense, je vous prédis un très grand avenir dans le MMA. Et je vais te gêner un peu en disant ça à Aldric, mais c'est pas le but. Mais on voit la différence entre Sola, je crois qu'à 9-0, et Virgin qui a 6-0 7-0 maintenant. ou 7-0. Donc, il n'y a pas tant il y a pas tant de différence que ça, vous voyez, sur le palmarès pro. Et pourtant, je vous assure que techniquement, il y a une galaxie entre les deux. Dans le sens où, dans la technique que Sola met, il ne panique jamais, il a toujours les réponses à ce qui lui est proposé. Voilà mon analyse. Et, Non, mais vas-y, Abou, je non, réponds juste à Mika. vas-y, ouais. Tu sais, chacun voit, comment dire, voit les choses. Surtout, tu as un regard neutre de l'extérieur, donc c'est toujours intéressant à entendre. Moi, je vais avoir un autre regard parce que je le vois à l'entraînement. Et en fait, c'est quand même, tu sais, même s'ils ont commencé tous les deux le MMA jeune, c'est quand même pas le même parcours et c'est à prendre en considération. Virgile, c'est, je pense qu'il me fait confiance, sinon il ferait jamais ce que je lui demande. C'est-à-dire que tu imagines le mec, il a fait du judo depuis qu'il a 5 piges, et moi, là, depuis 2 combats, je lui demande de boxer. Euh, et, et je change pas la win condition encore, mais je lui demande de boxer. Donc, je pense que c'est normal, en tout cas à ce stade-là de la carrière, que ce soit plus énergivore et un peu plus, pas stressant, mais congestionnant, on va dire, pour lui, de changer un petit peu la win condition, tu vois. Mais il y a une temporalité. Je pense que d'ici quelques mois, cet écart, en tout cas, qu'on voit le jour du combat, il se verra plus ou moins. Après, je te dis, entre un garçon qui a commencé le MMA dans sa globalité à l'âge de 14 ans et un autre qui a démarré par le judo, tu sais, la transition, elle est plus longue. Et, mais t'imagines, moi, je lui demande de gagner avec sa boxe maintenant. Et c'est plus compliqué, c'est un peu plus long, mais c'est parce que je prépare la suite. Demain matin, Virgile, il reste sur ce qu'il sait faire et il reste sur un contreur qui lutte. Franchement, le combat, il est plus simple, même contre Shigemoto. Mais moi, franchement, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais pour moi, Virgile, il peut encore être 70, voire 80 places de mieux que ce qu'il va avoir sur Fight Matrix. Ceux qui veulent me suivre, ils comprennent. Mais voilà, je pense vraiment qu'il a le gabarit, euh, l'explosivité et l'endurance fondamentale pour performer à très haut niveau en 84 et qu'il faut juste commencer. Voilà, si on reste sur ses acquis, arriver à un moment, ça peut saturer. Tu vois, si la lutte en première intention, elle passe pas, ça peut s'avérer difficile dans 3, peut-être 2 combats. Alors que là, on change direct, on fait boxer plus, on travaille beaucoup dessus. Là, il a fait une prépa où il a fait 80% de sa prépa, il a boxé, où il a fait des entrées. Donc c'était risqué, mais je le fais parce que je pense qu'il peut aller aussi beaucoup, beaucoup plus loin que déjà Ares, qui est une formidable organisation et qui est un tremplin pour l'UFC. Et aussi, ça lui permettra aussi d'avoir encore plus confiance en sa boxe. Exact. Et Exact. pour revenir sur Axel, en fait, je rejoins un petit peu Mika quand il dit qu'il a l'impression qu'Axel, il en a encore sous le pied. Moi, j'ai l'impression qu'il a aussi ce truc-là à s'adapter, on va dire, à l'adversité qui est en face. Ou c'est... Mais c'est un peu de ma faute, Abou. Je vais être très clair. Tourpal, gros respect, énorme respect pour lui. J'aime pas du tout préparer des trucs. Quand tu prends un adversaire qui fait des techniques en rotation, des coups de coude retournés, des machins, ça laisse une place que je déteste laisser, c'est-à-dire ça laisse une place à la surprise. On maîtrise pas, tu vois, tu Hmm. maîtrises pas les tenants et les aboutissants, et ça c'est quelque chose que je déteste. Donc très clairement, les 2 premiers rounds, j'ai rabâché, rabâché la prudence sur la responsabilité défensive et bien évidemment la lutte. Vous l'avez compris, hein, je vais pas rentrer dans le détail du game plan, mais bien sûr les 2 premiers rounds c'était lutter le game plan.
C'est pour ça que c'est- c'était un choix qui est peut-être pas hyper télévisuel ni pour le public qui était sur place, ni pour les gens qui apprécient, parce que ça reste les puristes qui comprennent ce qui s'est passé. Euh, je vais être un peu critique, mais on fait les deux. De toute façon, on parle de Saladin après. Il s'est passé la même chose, c'est Saladin, mais pour être totalement honnête, c'était d'un niveau technique plus bas. Moi, j'ai moins kiffé que ce qu'ils m'ont proposé Tourpal et Axel, parce qu'il y avait tout. Il y avait du two-on-one, du barrage de tête, des bras en crossover pour aller chercher, pour aller sortir du. Ils nous ont fait des trucs de ouf, tous les deux. C'était d'un niveau technique de scramble énorme. Et, mais ça nous a permis d'éviter ce que je ne voulais absolument pas, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec Mustafa Aida et ce qui s'est passé dans d'autres combats, c'est une coupure. Tu sais, tu fais ton combat, tu as l'œil qui est ouvert, l'arbitre te met la pression toutes les 2 minutes, tu sais pas si ça va s'arrêter. Euh, et tu vois, ça fait 20 piges que je fais ça. Maintenant, c'était juste un coup de tête, mais après retour sur le combat, elle m'a dit que ça l'avait hyper stressé, qu'elle connaissait pas vraiment le règlement, qu'elle ne savait pas si c'était arrêté, ce qui allait se passer. Et ça m'a beaucoup fait évoluer dans mon coaching, ça, tu vois. Mm. Et, et comme je sais que Tourpal, il était adepte de ça, comme le fait son frère Abou, ben, il y avait de la prudence dans l'engagement en boxe pour pas te faire ouvrir ou même mettre KO, tu vois, sur ces techniques retournées qu'il maîtrise à la perfection. Ok, ok. Bah écoute, en tout cas, Axel Tissola qui est le nouveau champion des poids légers, est-ce qu'il y a une suite là pour lui ou un potentiel adversaire? Pour l'instant, il se repose aussi parce que l'année, elle a été dure pour lui. Pas mal de combats annulés, la déception du Brève à Nantes. Il y a eu pas mal des deux cuts qu'il a fait, enfin deux régimes complets, quasiment complets qu'il a fait pour rien. Donc, pareil, ça va souffler un peu et on va voir maintenant euh, les opportunités qui s'offrent à lui, ce qu'on va faire. Mais Mais t'as pas une petite idée, toi, par exemple, s'il devait combattre à nouveau Ares, il y a un petit sourire qui vient, qui vient en Bah, coin de la non, mais bouche. il y a Amin Ayoub. Oui, je pensais C'est à ça. c'est celui qui est actuellement, de toute manière, étant donné au vu de la situation de Damien Non, mais de au toute manière, je RS. pense qu'il y a. ah, mais alors, Mika, tu as compris, Oui, Damien, ce serait Bien impossible. sûr. ouais, ouais, non, mais c'est pour Ça, ça. Damien, même pas en rêve. Mais par contre, mais non, franchement, j'ai aucune idée. Mais même si j'ai un grand respect pour Amine, moi, le match-up me plairait beaucoup. Ouais. Ok, ok. On passe à d'autres combats, Mika. On a eu un Ouais, petit après, je vais quand même revenir Hum. à Turpal parce que ceux qui sont restés sur comment dire, malheureusement ce qui s'est passé en fin de combat, peut-être l'émotion, il le dit lui-même, voilà. Je vous invite à aller regarder la conférence post-presse de Turpal quand même, où on voit que bah, il regrette ce qui s'est passé dans la cage. Il revient malheureusement sur son comportement dans la cage et c'est pour ça que bah, je tenais à le féliciter quand même parce que je sais que c'est dur quand on perd. Je sais qu'il est jeune, voilà. Des fois même, voilà, comme moi quand j'ai été arrêté, j'ai pu trouver que c'était un arrêt un peu prématuré, mais l'arbitre il est quand même là pour nous préserver et il faut savoir l'accepter. Je trouve qu'il a été classe en conférence de presse, donc félicitations à lui pour avoir su se remettre en question en tout cas. Mais Ouais. Mika, il a été classe partout. Moi, je l'ai eu après, lui et son frère d'ailleurs. Et il n'y a aucun souci avec eux. Et tout ça est parfaitement oublié. Bon, j'espère que j'ai pas revu les images. Donc, moi, en fait, la seule chose qui m'importe, c'est que ça donne pas une trop sale image de la fin du combat pour les gens qui ont regardé ça à la télé, tu vois. Donc, j'ai pas trop. C'est le seul truc qui m'importe. Le reste, c'est pas important et c'est déjà une affaire classée, aucune rancœur. Et c'est les frères Youssounov, c'est deux grands champions. Ouais, effectivement, je peux en témoigner, hein, c'est un gars super humble et respectueux. Tourpa, donc voilà, le principal, c'est que tout se finit bien. Mika, on a eu un petit désaccord sur le combat de Mohamed Bayo, entre Mohamed Ah, Bayo il et y a Gaëtan même Gambo. il y a eu beaucoup de contestations de la part des combattants sur 3 combats. Donc, je propose qu'on reprenne la première contestation. C'est Hugo Guillon contre, Abouev, ouais, c'est ça, contre ABF. Euh, alors, la vidéo tenterait à prouver effectivement que le coup touche la coquille, mais un peu comme un Gomis avec Guémouri. Vous avez, à partir du moment où l'arbitre n'intervient pas pour arrêter le combat, le combattant doit continuer le combat. Là, l'erreur que fait ABF, c'est de se tourner alors que l'arbitre ne dit rien et l'arbitre demande de continuer le combat. Donc, Hugo Guillon, normal,
c'est normal, c'est une attitude de combattant, il est là pour gagner son combat. Bah, l'adversaire lui tourne le dos, il lui shoot pour un low kick et derrière, il met son ground and pound. Si vous regardez la vidéo de Guémouri contre Gomis, on voit que le coup, il touche légèrement la coup qui est Après, de. Mika, excuse-moi de te couper, Ouais. mais à la différence du coup de pied de Gomis, c'est que le coup de pied de Gomis, c'est une sorte de middle circulaire. Alors que le coup de pied du Guillon, c'est un coup de pied oblique, tu vois. Mais ouais, mais le coup de pied de Guillon, il commence à toucher le haut de la cuisse et ensuite tu vois qu'il va sur la coquille, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas au combattant de décider si on s'arrête ou si on s'arrête pas. Non, mais après, il y a des L'arbitre, réactions. En gros, non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réactions que tu peux pas contrôler. Si c'est réellement un coup bas, forcément, il y a une non, réaction derrière que tu vois, c'est mais, difficile, en gros, de faire face après mais un il a coup de main comme tourné le ça. dos. Oui. Tu tournes le dos et il s'est pas plié de douleur en mode j'ai mal au parti. Il s'est plaint du coup, entre guillemets. Et c'est pour ça que je le dis, de toute Ouais. manière, ne contestez pas une décision de l'arbitre dans le combat. Oui, non, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que, et encore au-delà de ça, si vous êtes vraiment touché dans les parties, mais le premier réflexe que vous devez avoir en tant que combattant, c'est un réflexe d'urgence, d'instinct, vous vous écartez de l'adversaire. Mais on ne tourne jamais le dos à un combattant. Pour moi, c'est dommage d'en arriver là parce que ça va retirer l'une des deux victoires. C'était un combat qui était engagé et je trouve que ça manque de classe en fait de la part des combattants. Je comprends la déception, je comprends les choses comme ça, mais à un moment donné, faut aussi. Il y a un arbitre, c'est le chef d'orchestre. Il prend des décisions à un instant T et il faut savoir respecter ça. Voilà, il faut savoir respecter ça. Après, je peux comprendre que ce soit injuste, ça sera analysé, il y a des réclamations qui seront faites, etc. Mais je voulais juste revenir sur le fait que si l'arbitre n'intervient pas, c'est pas au combattant de dire quand on est touché dans les parties, de dire qu'il y a eu doigt dans l'œil ou pas. C'est pas à nous de le faire, c'est à l'arbitre d'interrompre un combat. Non, on est d'accord. T'avais quelque chose à Rien à rajouter, dire. Adrich? Non, j'ai vu ce combat du vestiaire. Euh, je l'ai trouvé super bien en plus sur les deux premiers rounds. Alors je vais faire mon Mika Lebou, je vais pas le dire le nom parce que sinon je vais écorcher son nom de famille. Mais Abouef, c'est ça comme ça, Abouev, Charboulat. tu vois. Mais j'ai trouvé qu'il avait fait deux premiers rounds super. Pour moi, il les gagne d'ailleurs. J'ai pas regardé Boxeur, ouais. le scoring, mais pour moi, il gagne les deux de façon nette. Et c'est quand même dommage de. Si vraiment il a été touché au parti, bah ok, mais c'est dommage de te faire de perdre sur le troisième si c'était juste pour réclamer un temps pour récupérer par rapport à un coup. Là, c'est bête parce que ça lui a gâché ses deux rounds hyper construits et hyper Ouais, intéressants. Puis Guillaume, c'est solide. Donc ça, il était en train de faire une très très bonne performance. C'est dommage. C'est tout. effectivement. Donc, après, il y avait Mohamed Bao contre Gaëtan Dembo. Donc, Mika, Ah, c'est pour cela Eh, que. 1980, ce combat, ça par contre, je l'ai vu dans le vestiaire. 1993, UFC 1. Un boxeur thaï qui n'a jamais fait de sol de sa vie contre un des meilleurs français. J'ai adoré, j'ai été étonné, moi, du niveau de résistance de Gaëtan Dambo Mais au oui, sol. bah, Parce que, ouais. est-ce que tu as vu les. Mais en fait, tu as vu les leg locks quand tu pas peur, quand tu sais pas ce que c'est, en fait. C'est pas que j'insulte Gaëtan Dambo du tout. Hein. C'est un champion, puis en boxe taille, je sais qu'il envoie lourd, mais tu as vu, il paniquait pas sur les systèmes en saddle et tout de Bayo parce que je crois qu'il était. Il pensait, il n'était pas au courant des conséquences que pouvaient avoir ses clés en fait. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'il n'a pas paniqué, moi, si tu veux mon avis. Mais c'est marrant parce que dans les WC, en fait, quand je voyais Mohamed Bayo et il boxait tu sais, sur la patte d'ours sur l'échauffement, et je trouvais qu'il avait progressé. Et dans ma tête, tu sais, je le voyais répéter plusieurs combinaisons, je me disais, mais bon, j'espère qu'il est quand même pas fou pour aller, tu sais, jauger le pied-point de Gaëtan. Et en fait, non, c'est ça, dès le début du combat, il lui a rentré il lui a rentré dans les jambes. Mais comme toi, Adric, j'ai été surpris de la défense Ah, il a et du bien sang-froid défendu quand quand même même. de Gaëtan, parce que je pense qu'enfin, il est connu pour être un boxeur de la boxe thaï. C'était son premier combat en MMA. Et j'étais même pas au courant même qu'il s'entraînait en MMA. Donc j'étais assez Alors surpris. attends, moi avant de laisser parler Mika, je vais juste vous poser une question à tous les deux. Connaissait-il vraiment les règles en fait? Tu sais, tout Non, je simplement crois pas. la bande moi, je au pense que milieu de sa non. tête, les 5 centimètres où tu peux pas taper là, le fait que si tu frappes derrière, il faut que ça touche l'oreille obligatoirement, sinon c'est, je veux dire, c'est bête, mais à l'UFC, je sais qu'il y a les rappels, tu vois, de règles. C'est-à-dire que même si les combattants, Ils l'ont pas fait ce week-end, hein. je sais, D'habitude, frérot, non. moi j'avais Ouais. la Gisèle avec moi dans le vestiaire et c'est tout. Donc je sais pas, je veux pas accuser les arbitres, mais des fois tu trouves ça superflu, mais je pense que c'est nécessaire, tu vois ça.
Parce que tu as des mecs qui viennent du Mouet, tu as des mecs qui ont eu des dérogations pour combattre en pro par rapport à un palmarès de karaté, de boxe ou de boxe thaï, comme ça a dû être le cas pour Gaëtan Dambo. Et assure-toi qu'ils connaissent les règles, parce que s'il y a un rappel de l'arbitre avant le combat, ben, il tape peut-être pas là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'en témoigne, hein. D'habitude, il y a le rappel, mais là, j'ai Il pas n'y a vu pas en eu. tout cas de. Non, non, non. Alors, moi, je vais pas être aussi tendre, franchement. On avait, n'empêche, un choc de génération et un choc de, de, Le de, style. de style, ouais. On avait effectivement unidimensionnel Mohamed Bayo qui vient du sol, prodige du sol. Et on a Dembo, archi connu pour être hyper résistant et pour être un super athlète en boxe taille. On le disait en boxe taille, c'est un bout de bois, il se tord pas. Vraiment, c'est quelqu'un qui va au bout de ses combats, c'est quelqu'un qui fait des guerres et qui engage en tout cas à chaque fois son capital santé. Alors, je sais pas si c'est bien de le faire ou pas, mais c'est quelqu'un en tout cas qui va toujours au bout. On le sait, lui, il faut le tuer avant de pouvoir le gagner. Sur le papier, c'est vrai que je donnais un gros avantage à Mohamed Bayo. Surpris de l'entame de combat, j'ai pas apprécié. Voilà, après, ça fait partie du jeu, c'est de la roublardise, mais je trouve que c'est moyen d'aller checker son adversaire et tout de suite de faire une amenée au sol. Je trouve ça Ouais. archi moyen. Mm. Ça, c'est encore une fois ma vision. Maintenant, je trouve qu'on n'est pas au niveau d'une ceinture UFC pour faire ça. On n'est pas. euh, Là, il est en construction de carrière. Ce que je veux dire, c'est qu'il se présente comme un prodige et c'est bien, il a un personnage. Maintenant, il faut être à la hauteur de son personnage. Je rappelle que son premier combat, il le perd. Ça a été transformé en victoire parce que son adversaire Page. Ouais. était dopé. Ouais. Le deuxième combat, il le gagne. Et là, aujourd'hui, il gagne une troisième victoire sur un coup irrégulier. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce coup irrégulier parce que pour moi, il y a une faute de l'arbitre. Clairement, j'aime beaucoup Naofel, mais il y a une grosse faute d'arbitrage durant le combat. C'est-à-dire que déjà, il y a eu un moment de flottement. La première chose à faire de la part de l'arbitre, c'est dès qu'il voit la frappe derrière la tête, c'est tout de suite, soit il intervient, il décroche, il met le point de pénalité, il fait repartir les combattants, soit il avertit oralement, mais de manière ferme, forte, importante, et ça, je ne l'ai pas entendu. Et son intervention, elle est hasardeuse dans le sens où il interrompt le combat et il met vainqueur Mohamed Bayo sur disqualification. Ensuite, personne ne comprend parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il y a des pourparlers avec le corps arbitral. Il se fait un peu, pas gronder, mais je pense qu'on lui dit, ben non, tu mets un point de pénalité à Gaëtan Dumbo, tu fais venir le médecin et tu demandes à Mohamed Bayo s'il peut reprendre le combat. C'est comme ça que ça doit se passer. Et là, quand le médecin va voir même Mohamed Bayo ne veut pas reprendre. Il dit qu'il est touché au cervical et qu'il ne reprend pas. Maintenant, je ne peux pas remettre en doute l'état de santé de Mohamed Bayo. Je ne suis pas médecin, je n'étais pas dans son corps. Sauf que force est de constater que le Mohamed Bayo qui se relève, qui se plaint du coup irrégulier, et le Mohamed Bayo ensuite qui est sur la chaise et qui ne reprend pas le combat, il y a une différence. Et pourtant, les coups ont déjà été donnés. Donc, je ne vois pas comment tu, comment son état de santé a pu s'aggraver entre le moment où il se plaint d'un coup derrière la tête et on le voit en parfaite possession de ses moyens et le moment où il est assis sur la chaise après 3 minutes d'attente. Voilà, moi, ça, pour le coup, vraiment, j'ai besoin d'explications. Les coups sont donnés, il reçoit les coups, il se plaint, on voit qu'il ne se tord pas de douleur au sol, il arrive à se tenir debout, sa tête se tient bien, on le met sur une chaise, et là, c'est plus le même homme. Est-ce qu'on Donc peut ça, pas remettre ça un petit peu sur peut-être sur l'adrénaline, sur le. C'est une question, hein. écoute, je sais pas, je suis pas médecin. Maintenant, je trouve franchement que la situation a été complexe. Il y a eu une erreur d'arbitrage. Pour moi, cette décision, elle devrait se transformer en no contest. Ouais. Et je suis je trouve que l'attitude de Bayo en début de combat, elle n'était pas bonne. Et en fin de combat, je ne l'ai pas trouvé classe non plus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Gaëtan Dembo, je pense qu'il ne connaissait pas les règles non plus parce que ce qu'il a fait, Bah, il le dit, effectivement, hein. il n'aurait pas dû le faire. Et le pire, c'est que j'ai vraiment le sentiment que s'il arrivait à se relever, il était cuit, Bayo. Bah Parce qu'il écoute, avait donné 3 minutes, il avait tout donné. en fait, moi j'ai revu le combat sur le Fight Pass, et en fait, au moment où il met les coups et que Naofel il intervient, en fait, lui croit qu'il a gagné. Et on entend Naofel il dit disqualification. Après, à un moment donné, les deux ils parlent et on entend bien, il dit, mais je savais pas. Et Naofel lui dit, bah c'est le règlement, c'est comme ça.
Donc, Ouais. Ouais, enfin, moi, je veux accuser personne, mais Monsieur Naufel, il fallait qu'il passe dans le vestiaire avant, comme font tous les arbitres professionnels. Je le connais pas, il va sûrement me détester, et je m'en fous d'ailleurs, mais surtout pour un mec qui vient d'avoir sa dérogation, tu vois. Après, attention, il faut surtout pas incriminer que Monsieur Naufel, il faut incriminer le coin de Dumbo. Alors, s'il faut, il y a un mec que je connais, ou même pire, un copain à moi, mais c'est pas grave. Tu prends un mec qui arrive d'une autre discipline, tu le coaches et tu l'expliques pas les règles, gros, c'est. Je sais pas quoi dire en fait. non, mais Si ce n'est que j'espère juste que voilà, peut-être que le petit, il a fait ça pour gagner son combat parce que c'était mal barré. Et s'il a fait ça, moi, je cautionne pas. Et d'ailleurs, pour moi, c'est pas une victoire. J'espère juste que ça n'a pas impacté son intégrité physique pour la suite parce que c'est pas ce qu'on lui souhaite du tout. Mais je comprends pas, en fait, quand tu peux. Tu sais, à la limite, tu te pointes sur une MMA League amateur, tu connais pas les règles. Bon, allez, c'est un peu fait pour ça quand même, tu vois. Mais là, tu te pointes sur le plus gros gala français et un des plus gros galas européens. Tu es sur le Fight Pass et personne t'a expliqué les règles. Et de quoi on parle là? De quoi on parle? Je suis assez d'accord. il y a peut-être un manque de professionnalisme. Parce que c'est vrai, quand je regarde les images et qu'il met le coude derrière la tête, on voit le coin de Dembo qui l'encourage à continuer, hein. Peut-être ils étaient pas au courant, peut-être qu'ils, je sais pas. Ni fait ni à faire. Ouais, Next. effectivement. On peut revenir sur le combat de Risden, qui faisait la ceinture. Je vais juste revenir sur un autre combat avant Rislen, c'est le combat de Chanel d'hier, l'anglaise, Oui, qui a affronté une française. Alors, je la connaissais pas, hein, je Lilia sais pas si elle est française, Kazak. Mika. Bah, c'est ce qu'il y a sur Tapologie, mais je suis assez Non, d'accord avec c'était toi. une Pour moi, polonaise, il me semble. ouais, mais elle a un drapeau français sur Tapologie, je Ouais, te j'ai jure. pas Moi, compris. j'ai pas Ouais, si, compris. si, si. Mais c'est une fille, en fait, qui a beaucoup d'expérience et qui avait notamment affronté Weili Zhang. Incroyable. Bon, elle avait Ouais. perdu, mais incroyable. Beaucoup d'expérience, cette fille. En face d'elle, un Chanel d'hier. Franchement, j'avais mal au cœur pour Lilia Kazak qui a pris mais, trop de coups. J'ai eu mal au cœur Elle est parce que bien, hein. Elle est bien la petite Chanel. Tu sais que moi j'ai discuté un petit peu avec elle à l'hôtel parce qu'elle fait à peu près 62 hors combat. Et en fonction du prochain match-up de Manon, j'ai gardé le contact pour la faire venir un peu à Nice. Debout, c'est pas mal, hein. Ah, c'est Debout, une c'est pas prospect, mal, hein. c'est Franchement, c'est intéressant. Franchement, c'est une réelle intéressant. prospect, je trouve, hein. ouais, c'est pas mal. Et encore une fois, ça, moi, ce que je voulais souligner, et c'est la qualité quand même des combattants et combattantes que sortent la Great Britain Top Team. Franchement, c'est solide. À chaque fois, on le dit, hein, c'est pour moi l'une des teams en Europe actuellement qui est le plus solide. Je Oui. trouve qu'ils ils font du très très bon travail. Je pense que Brad Pickett, ils sont entourés des bons gars là, hein. Ils ont réussi à trouver un équilibre, en tout cas dans leur team, et je trouve que les résultats commencent à payer. Mais en fait, je soulignais ce combat, et parce qu'il y a quelque chose qui m'interroge, et alors c'est uniquement, je le dis bien, c'est plus que des suppositions, ça va au-delà, mais je vois qu'il y a des transferts entre le Ares et le PFL, parce que cette fille, elle est signée au PFL. Et en fait, elle est prêtée par le PFL pour combattre au Ares. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui s'organise aujourd'hui entre le PFL et le RS, s'il n'y a pas peut-être, alors je ne sais pas, un rachat du RS par le PFL, ou s'il n'y a pas un partenariat qui va être établi entre le PFL et le RS. On le sait, le PFL, il a envie de grandir, il a envie comment dirais-je, là, il a racheté le Bellator. Je sais aussi que avec le Factory, le PFL sont plutôt en bonne relation. On avait vu, bon bah notamment c'était mal fini pour Zebo, mais il y a eu la signature de Zebo, il y a la signature d'Abdul. Donc je me demande s'il n'y a pas un partenariat qui est en train de se faire entre le RS et le PFL, à voir par la suite. Mais ce qui, Ouais. qui serait intéressant, hein, qui serait intéressant en ce moment, parce que c'est vrai que je l'ai trouvé un peu faiblard, moi, ce PFL Europe. Quand je dis ce PFL Europe, je te parle de tout le tournoi. J'ai regardé à peu près tous les épisodes. J'étais à celui de Londres parce qu'il y avait Boukishou qui combattait. Il y avait Dimitri Solimeis à celui de Dublin. J'en ai regardé deux autres euh, en télé et j'ai pas trouvé ça dingue les combats, hein. Franchement, j'ai pas trouvé ça dingue. Donc, ce serait pas une mauvaise chose à mon avis d'un point de vue niveau et pour remonter un petit peu les match-ups. Mais je crois que Fernand, il en avait déjà parlé qu'il allait avoir des accords, enfin qu'il y avait des accords, il était prêt. Mais c'est vrai que même sur Instagram, il y avait
même des publications Là, Mika, il vient de en... dire, là, il n'a pas dit accord, il a dit rachat. Ah, il a dit Ouais, rachat? là, Ah, non, non, j'ai dit si, ça peut être. Après, moi, pour le coup, comme je dis, c'est vraiment des hypothèses, hein, je vois. Mais peut-être un partenariat, un rachat, peut-être un mélange des roadsters, c'est-à-dire des passerelles. Peut-être que sur des cartes du PFL en prélim, on verrait des combats du RS. Peut-être que sur des cartes du RS, on verrait des prélims du PFL. Peut-être comme à une époque se faisait Bama PFL, je sais pas si Bama et Bama et... Bellator. d'accord. Euh, voilà, il y a peut-être un moment donné pour aussi faire en sorte que tu organises une logistique, mais tu crées deux events. Donc voilà, tu multiplies tes audiences. Peut-être, c'est vraiment que des suppositions, mais il y a quand même quelque chose qui se fait. Puisque tu prêtes pas un combattant comme ça, c'est assez rare. Surtout que ça reste un petit bijou, cette fille, la Ah manière oui, dont à mon avis, elle va, s'ils font à 57, je ne sais pas si elle va gagner le tournoi, mais t'imagines qu'elle pourrait, elle combat, elle peut faire 52, cette fighter. À 52, elle le gagne le tournoi en Europe, ça c'est sûr. À 57, je la trouve, si elle prend une meuf qui fait de l'appréhension à très haut niveau et qui cut un peu, ça peut être plus compliqué, mais en tout cas, c'est une très très belle strikeuse. Ouais, on est Ouais. d'accord. Elle est complète. En plus, j'ai vu qu'elle avait fait même participer à un événement du Polaris. On sait que ça, c'est du très très haut niveau en grappling qu'elle a gagné sur Romo Plata. Et la manière dont elle strike, on peut s'attendre en tout cas à une future prospect. Donc à surveiller de près en tout cas. On finit sur le combat de Rizlen et Gisèle Moreira. Honnêtement, j'ai pas pu le voir, le combat. Enfin, je l'ai vu un petit peu de loin. Mais juste en fait, moi, c'est quand même un exemple de détermination, Rizlen, parce que ça n'a pas été facile quand même son parcours au sein d'Ares. Et en fait, là, la revoir en tant que champion, honnêtement, en tant que championne plutôt, honnêtement, quelques mois auparavant, j'aurais pas cru, quoi. Bah, c'est l'une des filles pareil. C'est même peut-être la combattante qui a le plus combattu au RS. Elle a fait 5 combats au RS. Et franchement, c'est énorme. Sur 17 éditions, elle a pratiquement fait un tiers des cartes. Parcours en dents de scie, puisque 2 défaites, 3 victoires. Et par contre, elle bat une personne qui l'a battue. Donc ça, c'est beau. Son premier combat au RS, elle le perd sur un KO au corps. Et là, elle reprend sa revanche. Et en plus de ça, elle prend la ceinture. Donc c'est, comme tu le dis, on le sait avec Rizlen, on apprécie ou on n'apprécie pas le style, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est sa détermination et sa capacité à aller au bout de ce qu'elle a entrepris. Donc moi, je suis content pour elle. Je suis content pour elle parce que j'ai vu une progression dans sa boxe. Voilà ce Elle a, que j'allais dire. Et alors, elle moi, a, j'ai trouvé la boxe beaucoup plus fluide, notamment en ligne, même les déplacements. Moi, j'ai trouvé beaucoup de mieux, vraiment, vraiment, vraiment. ouais, il y a eu vraiment une amélioration. Elle a arrêté ses coups de poing retournés. Et ça marchait, hein, ses coups de poing retournés. Je dis pas que ça marchait pas, mais à un moment donné, elle en usait et Ouais. abusait et ça déstructurait totalement son jeu. Là, elle s'est recentrée sur une boxe très propre. Elle a amené le combat au sol. Elle a fait preuve d'une grande intelligence de combat parce qu'elle a amené sa combattante au sol, mais tant qu'elle n'avait pas passé la garde, elle restait pas. C'est-à-dire que si dans l'amener au sol, elle atterrissait pas sur une croix ou sur une position bien faite, elle n'y allait pas, elle amenait au sol et elle laissait son adversaire se relever. Au corps à corps, elle a dominé largement. Franchement, elle a fait le combat qu'il fallait pour gagner et je suis très content pour elle et je suis content qu'elle ait pris cette ceinture au Ares et elle le mérite. Et donc voilà, il y a pas grand-chose de plus à dire et félicitations à elle. Effectivement, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour sous l'ARS. On passe sur le combat de Saladin qui tentait l'exploit. Exactement, moi comme j'ai commenté le Ouais, Cage Warrior 165 San Diego, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, donc juste après le ouais. RS. Je vais juste citer un combattant qui m'a impressionné et que je vous invite à aller suivre. C'est un combattant qui a désormais 3-0 en carrière, 2-0 en carrière. Il s'appelle Anthony Orozco. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait un gros parcours en IMAF, que ce soit en Panama America ou dans les Worlds. En 2022, il a un palmarès de 9-1 en amateur. Il a fait sa transition donc chez les pros depuis le mois de juin. Il a gagné un premier combat sur KO au Cage Warrior. Là, il faisait son deuxième combat au Cage Warrior. Il s'est imposé aussi par KO au deuxième round. Très, 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 très solide et ça rejoint un peu les théories qu'on fait avec Aldric sur le fait que les IMAF, attention, c'est solide. Amateur. Retenez ce prénom, Anthony Orozco, il a 2-0. Je lui prédis un très bel avenir.
Voilà, c'était juste comme j'ai commenté la carte et que j'ai trouvé son combat intéressant, je le cite. Et c'était, je crois que c'était dans la catégorie des 70 kilos, hein, il me semble. Merci. Abou, transition, toute trouvée avant de parler de Saladin quand même. On prend 10 secondes pour parler de Varela quand même. Et je dis pas ça parce qu'il est résilience, hein. Je dis ça parce que je trouve que les gens ont minimisé sa perf. Il y a sûrement de la réussite. Quand je dis de la réussite, c'est pas d'avoir gagné le combat, hein. C'est d'avoir gagné le combat en Attends, Aldric, 20 je peux me permettre juste de recentrer. Pourquoi Aldric dit ça? C'est parce que sur la carte du KSW, donc qui s'est déroulé en Pologne hier soir, donc je rappelle KSW 89, dont le main event était Saladin Parnasse contre Adrien Bartoszynski. On avait en prélim de cette carte Wilson Varela qui affrontait Sébastien Rajowski dans la catégorie des 70 kilos. Et pour resituer un peu la chose, le dernier combat de Rajowski, c'était contre Saladin Parnasse pour quatrième. la ceinture. Ouais. Pour la ceinture. Il a emmené sur 4 rounds, Saladin, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est pour vous donner le niveau de Rajowski. C'est pas le dernier venu. C'est quelqu'un qui combattait pour la ceinture. Et Wilson Varela l'affrontait. Donc, le dernier combat de Rajowski, c'était contre Saladin. Il avait perdu. Et là, on l'a mis contre Wilson Varela. Et vas-y, je te laisse maintenant poursuivre. Ouais, C'était juste voilà. pour recentrer pour. Ah, t'as bien fait, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a vu le KSW, puis la soirée était vraiment longue, elle a démarré à 18h sur le Twitch, je crois. Et, pardon, Wilson combattait à 20h, mais il fait une perf de ouf. Il bat donc Rajewski qui a amené ça. Alors, il avait perdu tous les rounds, mais il a quand même amené Saladin au quatrième, et Wilson l'a battu en 20 secondes. C'est même pas pour les 20 secondes parce qu'il y a de la réussite, mais j'ai trouvé la perf énorme. Je trouve que Wilson, il progresse d'événement en événement. Et je voulais souligner cette belle victoire parce que je pense qu'il va, je pense vraiment qu'il est pas loin d'être contender, quoi. Je pense encore une victoire et il va être contender à cette ceinture des 70, je pense, parce qu'il progresse, parce qu'il a un très gros gabarit. Il y a eu pas mal de photos avec Salah. T'imagines qu'il combattait à 77, Saladin, et que Wilson était quand même plus dense et plus costaud. Donc voilà, c'est un 70. Pareil, tu vois, il a fallu un peu plus de temps que d'autres prospects parce qu'il venait vraiment la pure boxe taille, même s'il avait fait un petit peu de grappling avant. Et là, je trouve qu'il commence à être à maturité et qu'il commence à être vraiment, vraiment, vraiment dangereux. 10-3, si je dis pas de bêtises, en carrière. Et je pense encore une victoire et il est contender, hein. Bah là, il est sur 5 Alors, victoires consécutives. il est On est sur- sur 11-5, ouais. 11-5 son palmarès, mais ce qui est intéressant plutôt de voir, et c'est là où je rejoins AB, c'est qu'il est sur 5 victoires consécutives. Nous, on l'a présenté souvent, Valera, parce qu'on connaissait son pied-point comme quelqu'un de très solide, mais un parcours en dents de scie. Et là, force est de constater que depuis quelques temps, c'est 3 victoires au KSW. C'est vraiment pas rien pour ceux qui connaissent le niveau du KSW. Il était classé avant ce combat 10e. Il affrontait le 9e de la KT, donc ça va pas être un gros bond dans le classement. Par contre, il y a un combat, moi, qui me hyperait en tant que Français. Ça serait un combat avec un pays voisin. Ça serait Donovan Desmae. Si Chris, tu nous regardes, Chris Guénache. Wilson Varela contre Donovan Desmae, c'est franchement un combat que j'ai envie de voir. En tant que spectateur et public francophone. Maintenant, je sais que peut-être ils sont tous les deux. Je sais que vous avez un management en commun avec Chris. Alors, je ne sais pas si c'est jouable, mais ça serait franchement un beau combat. Je pense que c'est pas jouable, mais je te rejoins quand même sur le match-up, il serait excellent. Il serait excellent. Ok. Mais bon, allons taper sur des Polonais quand même. C'est mieux. Sur des Polonais. Non, Pas de non, quoi mais faire. c'est parce que tu connais l'opposition. Là, c'est Non, pas mais je suis franco-française, d'accord, mais ça ferait un très beau combat. Mais ouais, Adric, justement, moi j'ai une petite question. Bah, justement, toi, pour finir sur Valera, tu le Varela, manages. Varela, ouais, tu le manages. depuis 2 ans, ouais, On, 2 ans et on demi. sait, on sait que c'est un peu. Tu sais, c'est le KSW, c'est, tu sais, ils le disent beaucoup, hein. Il y a beaucoup de, comment dire, de gars dopés là-bas. Est-ce que c'est pas un risque parfois de ramener des Français et de les installer au sein du KSW? Parce qu'on sait que les contrôles, je pense qu'ils sont moins récurrents que, il n'y par a même exemple, pas de la contrôle. FLD. Il y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Après, tu sais, je pense que si tu fais une bonne prépa et si tu regardes le match-up, c'est le match-up le plus intéressant. Ouais. Après, oui, je pense que si le mec est chargé, je n'accuse personne. Il y a une durabilité dans le combat qui est plus importante, ça tu le sais.
Et donc, je pense que c'est juste quelque chose qu'il faut garder en tête quand tu fais ton analyse de match-up. Si tu sens que c'est du 50-50 en France, tu peux te dire, bah, on va Mm. travailler sur le cardio, on va faire ci, on va faire ça. Si tu sens que c'est du 50-50 au niveau des armes et au niveau du game plan sur le KSW, moi je pense qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est mon avis. Il n'engage que moi, bien sûr. Mais tu as raison, c'est un truc qu'il faut prendre en considération. Après, voilà, c'est une orga qui est très médiatique, qui est très mise en avant, qui va faire ses débuts en France. Là, par contre, ils peuvent monter, ils peuvent descendre. Tu vois, je suis curieux de voir le nombre de Polonais qu'il y aura sur la carte Au mois d'avril. du 6 Ouais. avril. Je crois. Ouais. Parce que là, c'est obligé que ça rentre dans le giron de FLD. l'Association française de lutte contre le dopage. Ça, pareil, attends, Aldric, on va expliquer. Au mois d'avril, le KSW vient à Paris. Ils organisent à Paris, donc certainement à Bercy, je pense, à voir, à Non, vérifier. c'est la salle. C'est pas Ah, Adidas. Adidas, je Adidas. crois, ouais. C'est Voilà, exactement. Ok, la salle Adidas d'ailleurs où le Ares s'organisera après. Donc le KSW vient à Paris et ce que dit Aldric, il a raison, c'est que quand vous venez, une organisation vient à Paris, que ce soit l'UFC, le Bellator, le PFL, Pierre-Paul ou Jacques, il y a les contrôles antidopage quasiment de manière systématique et donc on se questionne tous à savoir qui prendra le risque chez les Polonais dopés de venir à Paris. Parce Voilà. que là, c'est. En plus, la législation française, c'est une des plus dures, puisqu'on sait que dans certains États et certaines commissions athlétiques de l'UFC, en cas de dopage, c'est nos contestes. Eh bien, pas chez nous. Chez nous, c'est défaite. Donc, je pense qu'ils le savent, hein, ils analysent les trucs. Donc, à voir un petit peu là, cette carte qui sera dessinée sur le 6 avril. Et en À tout cas, voir. Varela qui s'inscrit dans les combattants de l'année 2023, pas forcément chez la très haute performance, mais dans les combattants juste en dessous, on peut dire presque prospect, mais c'est 5 combats, 5 victoires quand même en 2023. Donc c'est un rythme de malade, hein. Ouais. Avant ça, faut quand même, si on remet dans le contexte, il était à 6-5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il était à 6-5 et là il est à 11-5. Et il est sur 5 victoires consécutives. C'est énorme, dont 3 au KSW. J'ai hâte de le voir en 2024 et j'espère qu'il continuera sur cette lancée. C'est un combattant français qui, à mon avis, sur qui on peut compter et qui commence à comprendre ce qu'est le MMA. C'est quelqu'un qui a fait une transition qui venait du pied-point et je pense qu'il a eu du mal à un moment donné à adapter son pied-point au MMA et je pense que là, il commence à avoir les clés. Bah, écoute, Ouais, en félicitations tout à lui cas, en il tout m'a cas, régalé. à son équipe et à vous, Aldric, hein, parce que c'est vous qui le managez, donc beau boulot de votre part. On revient sur le main event. Pour rappel, Saladin qui a affronté le champion des welterweights, 15-0, 8 combats au sein du KSW, quasiment 6 finishes, il me semble. Donc, pour rappel, Saladin, il était champion du KSW, enfin, il est toujours champion du KSW dans deux catégories différentes. Et là, je trouve que c'est vraiment un défi fou de monter en fait chez les welterweights parce que pour rappel, c'est featherweight et lightweight. Et là, on s'attaque vraiment à du plus haut niveau. Il y a quand même 7 kilos de différence entre les lightweight et les welterweight, sans parler du cutting, sans parler du rebond. C'était un défi fou, mais on peut que souligner en fait la performance parce que bah, c'est une décision déjà. Il avait quasiment que des finishes avant Saladin, son adversaire, et la guerre qui fait, même s'il a frôlé à un moment donné le TKO, mentalement et physiquement, bah, c'est du très très solide. Et on peut que en tout cas souligner la performance de Saladin et lui donner encore plus de respect à son nom en tout cas. Ouais, moi, bah, clairement, après, j'ai trouvé le combat et je vais rentrer un peu dans le détail. D'abord, je vais donner moi comment je scorais un peu la carte. J'avais le premier round pour Saladin et j'avais un round 2 qui était très serré. Pour être honnête, comme il n'y a pas eu beaucoup de dommages, j'aurais quand même tendance, en toute honnêteté, surtout connaissant le contexte, à le donner aux Polonais. Le round 3 il est clairement pour le Polonais, mais encore une fois, je le dis, c'est un 19. Je vois à aucun moment un 18 parce que Saladin revient très bien dans le combat. Le round 4, très serré aussi, je le donne aux Polonais. Mais pour moi, le round 2, vraiment, il peut être à Saladin comme aux Polonais. Et ça veut dire que pour moi, on arrive dans le quatrième round, à l'issue du quatrième round, avec un potentiel 2-2 et un cinquième round qui va faire la différence. Et c'est vrai qu'il a manqué les dommages. Il a manqué les dommages à Saladin. Et comme il subissait le cash control, bah en fait, tous les rounds, ils ont été scorés grâce au cash control. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi au round 2 4 et 5 à créer du dommage. Alors qu'au round 1, Saladin crée du dommage. Au round 3, c'est le Polonais qui crée du dommage. Et le 2
4 et 5, il n'y a pas réellement de dommages. Et c'est ce qui fait que la victoire elle va aux Polonais parce Ouais. que c'est lui qui fait le catch control. Après, je trouve quand même sévère de mettre 4 rounds à 1. Moi, clairement, j'aurais été plus sur un 3 rounds à 2. Euh, que dire? Que dire? Saladin, il est parti lutter, le gars, dans son domaine. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas compris, mais c'est plus à lui de s'expliquer là-dessus et à sa team. Mais je pense, en fait, c'est parce que la puissance de frappe de Barto, Ouais. elle était importante. Et je pense que quand tu ressens pas les coups, on a tendance à se dire, mais pourquoi Saladin ne le boxe pas? Et je pense que la réalité, c'est que Barto, il était dangereux quand même quand il Mais bien frappait. sûr. Et c'est ce qui a fait que Saladin est parti le coller. Maintenant, c'est clair que sur les phases de corps à corps, même si Saladin a montré de très belles choses et il a défendu quasiment tous les takedowns et il s'est relevé à chaque fois, lui-même a amené à un moment donné Bartho au sol, il n'a pas réussi à conserver. Il a d'ailleurs failli prendre un bras-tête, j'y ai cru. J'y ai vraiment cru. Et je crois que c'est au moment où il prend juste après avoir pris le genou. Bon, bref, franchement, on peut être que surpris et bluffé par la performance de Saladin parce que il va dans deux KT au-dessus de lui et Bartho aujourd'hui, même nos meilleurs 77 galéreraient contre lui. Donc c'est dire le niveau de Saladin. Et après, je pense pas que ce soit un vol, hein, pour être honnête. Je pense que la victoire de Bartho, elle est méritée. Mais Saladin, des défaites comme ça, il n'y a pas à rougir, quoi. Bartho, il est parti faire la sangsue, il a collé Saladin tout le temps et vous voyez les dommages sur le visage de Bartho. À la fin du round, on voit quand même que les dégâts que Saladin lui a mis au premier round, ce jab explosif. Et c'est pour ça que je donne le round 1 et 3 1 et 2, j'aurais tendance à le donner à Saladin. Et c'est vrai que le 3, 4, 5, j'aurais tendance à le donner à Bartho. C'est un peu l'analyse que je fais du combat. Je rejoins à 100%. Après, une question, est-ce que le coup de genou, il gêne? Alors, nez cassé ou pas cassé, ça on saura dans les jours à venir, mais est-ce qu'il gêne un petit peu la respiration, tu vois? Est-ce qu'il obstrue pas un petit peu les voies respiratoires? Est-ce que tu sens que il lui manque un poil de gaz sur 4-5 pour finir fort? Euh, c'est un vrai fait de combat, parce que je pense que s'il n'y a pas ce down, peut-être qu'il arrive à le battre au point. C'est exceptionnel ce qu'il a fait parce que c'est un tractopelle et là, il n'y a que les pratiquants qui peuvent nous comprendre. Et quand tu mets les gants avec un mec qui fait 10 logs de plus que toi, mais que ces 10 kilos, ils sont optimisés en plus. C'est-à-dire que déjà, quand ils sont juste là, ces 10 kilos, tu sens à l'impact qu'il ne faut pas faire le con. Mais quand ils sont là, et en plus que ces 10 kilos de masse musculaire, notamment dans les membres inférieurs, c'est une galère. C'est une galère à bouger, c'est une galère au contact, ça fatigue. Donc la performance, elle est là, il faut le reconnaître. Les gens n'ont pas kiffé parce que c'était du cache control, du scramble. Et je l'ai dit moi-même tout à l'heure, c'était d'un niveau technique en dessous de Tourpal et Axel, mais il y avait beaucoup d'intensité physique et surtout, il faut le manœuvrer. Là où je te rejoins à 100%, je veux insulter aucun 77 français, mais je pense que il faut un Ibra Mané pour aller le taper. Hein. Si tu tapes, et il galérerait, Ibra, je pense, parce que il est solide, il a un très bon timing, il frappe fort, et on s'est rendu compte hier que, bon an, mal an, il est durable. Ouais. Il a tenu, hein. Il Ouais, a ouais. tenu et il a pris les jabs plein pot, hein. Il n'a pas bronché, hein. C'est-à-dire qu'il les prenait et je peux vous assurer que quand tu vois le visage du Polonais, d'ailleurs à la fin du combat, tu le vois, hein. Tu regardes les deux combattantes, si tu regardes que les visages, tu donnes Saladin Bien vainqueur. sûr. C'est-à-dire que maintenant le problème sur les dommages, encore une fois, parce que les gens ils disent ouais mais regardez le visage sur les dommages, c'est les dommages round par round. J'insiste là-dessus, c'est important pour comprendre comment c'est noté. Et en fait, les dommages, ils ont été créés surtout au round 1 et 2, selon moi. Et à partir du 3, 4, 5, donc au moment où il y a ce fait de combat, bah, effectivement, c'est plus tout à fait la même dynamique. Mais maintenant, voilà, franchement, incroyable performance de Saladin. Et je pense qu'il est temps de repartir dans sa catégorie dans laquelle il excelle. Et Justement, c'est dans justement, cette catégorie qui doit continuer. on en parle pour clôturer. Tu as vu, il fait un call-out de la revanche à Paris. Et je pense que ça, par contre, je vais le dire franchement, même si il y a une partie de moi qui aimerait bien le voir, tu vois, parce qu'il il est tellement ouf, ce petit, que quand je dis ce petit, c'est parce que je suis, je suis bien plus âgé que lui, hein, il n'y a rien de péjoratif, mais je pense qu'il faut arrêter les conneries, moi, et qu'il ne faut pas la faire. Mais il y a une petite partie sombre de moi qui aimerait bien la voir. Mais tu as vu qu'il a call out la revanche juste après? Ouais. Mais Ah ouais. honnêtement, en fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas Mais de réel attends, intérêt pour la suite.
Non, mais il l'a dit, hein, de toute manière. Il a dit, lui, il call out en tant que combattant, parce que je pense que c'est l'ego du Mhm. combattant qui parle. Et derrière, il redit, mais c'est mon coach, en gros, c'est Hatch et son manager et ses coachs, donc Ouais. Arnaud Templier, c'est Hatch, etc., qui choisiront. Et il dit, moi, comme d'habitude, c'est eux qui décident pour moi. Donc je pense que derrière, ils auront quand même l'intelligence, Hatch et Arnaud, de d'abord se refocaliser sur des combats qui sont quand même plus à la portée de Saladin que d'aller reprendre un défi de ouf à 77 qui vraiment pas sa catégorie et dans laquelle il ira pas de toute manière performer plus tard. De toute façon, il faut bien, d'après ce que j'ai compris, et vous me coupez si vous n'avez pas la même info, à Paris, ce serait le dernier. En tout cas, le dernier de ce contrat. Donc, à partir de là, quoi qu'il arrive, il faut, si tu renouvelles, Victoire. tu t'en fous. S'il repart après sur KSW pendant 5 combats, tu t'en fous de la KT. Mais dans le cas où c'est vraiment le dernier avec le KS, il faut se positionner sur la KT dans laquelle tu vas aller te vendre après, enfin, dans laquelle son management va aller le vendre après. Et là, tu peux pas jouer. Parce que si tes 2 derniers combats, ils sont en 77, tu peux pas aller intégrer le roadster d'une orga à 66. Même si tu es Saladin, il faut quand même montrer un peu de régularité. Et quoi qu'il arrive, si c'est le dernier, je pense que ce sera à sa vraie catégorie de poids, qui est, je pense, 66, à moins qu'il y ait une décision de monter à 70 que j'ignore, quoi. Non, je pense Ah, qu'on est ouais. assez d'accord. À voir, en tout cas, comme on l'a souvent dit, on a hâte de le voir, en tout cas, dans des organisations, on va dire, avec un level un peu plus prononcé, notamment le PFL ou l'UFC, donc à voir. On a fait le tour, en tout cas, c'était un réel plaisir de se remettre à jour avec vous, les gars. J'espère qu'on se Ouais, merci à réécrira. vous. Encore une fois, félicitations Aldric. Je pense qu'on reparlera de toi, Aldric, parce qu'avec AB, on va se faire un petit MMA Awards du AB on the Nickel, hey, Mika on the AB Show. Et donc, je ouais, pense on, qu'on on, on 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 fait les reparlera de trophées cette toi. fois-ci, hein. Ouais, on va se faire des trophées. Ouais. En plus, non, mais il y a quelqu'un qui est prêt pour nous faire des goodies, C'est quoi les goodies? Arrête. des t-shirts. On va vous envoyer Ah, des je suis en haut, t-shirts. bah oui, bah oui, bah oui, bah On va oui. vous envoyer des t-shirts pour ceux qui auront les trophées. On vous enverra un t-shirt après. Vous en ferez ce que vous voulez, mais Adrien, tu mettras fièrement le trophée derrière toi, là. Tu sais, et regarde, je fais une promesse. Si c'est moi qui en ai un, ça sera- Vas-y, ok, c'est ça noté. marche. Bon, allez. En tout cas, les gars, merci. C'était cool encore une fois. Aldric, on s'est croisé vite fait. Toi, tu m'as pas vu, tu étais trop focus, mais la prochaine fois sur Paris, j'espère qu'on prendra le temps de se capter. AB, encore une fois, parce qu'on n'a pas parlé de ton combat et c'est une honte de ne pas en avoir Mais, parlé. mais non, non, Désolé. non, je suis pas là pour parler de Mais, moi, les gars. ah, mais félicitations, AB, masterclass. Tu m'as fait kiffer de ouf. J'étais comme un enfant. Franchement, grosse adrénaline. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Et bravo à toi, Ibi. Et Merci. ben voilà, que la machine soit lancée. Je suis content pour toi, vraiment, vraiment, Ibi. Merci, Fais mon gars. attention au régime, continue à pas trop grossir. Là, je te parle sincèrement Non, et non, arrête j'ai ton cru, t'as frérot. raison, tu as raison, effectivement. Merci, les gars. Bravo Tchuss! encore. To be, I, B, I, G.